Bon, même s'il nous l'avait un peu spoilé avant son podium à Monaco, c'est désormais officiel, Sergio Pérez a prolongé chez Red Bull et c'est jusqu'à la fin de la saison 2024. Au vu de ce qu'il a produit depuis qu'il est dans ce siège, et surtout cette saison, on s'y attendait tous. D'ailleurs, dans la vidéo sur les potentiels départs, je ne lui donnais qu'une demi-étoile sur 5. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur le timing et sur la durée de cette signature. De quoi être pessimiste pour les jeunes du clan Red Bull et bouleverser le mercato? Abonne-toi, on voit ça ensemble. Commençons par souligner l'évidence, la prolongation du Mexicain est absolument méritée, je dirais même qu'elle ne peut souffrir d'aucune contestation, tant le travail est excellemment bien fait. Au moment où il est appelé par Horner, fin 2020, il vient tout juste de gagner son premier Grand Prix, mais après 10 solides années dans la discipline, il est en passe de la quitter après que Lawrence Stroll ait décidé de transformer Racing Point en Aston Martin et d'y associer Vettel non pas à lui, mais à son fils. Un choix qui, du point de vue uniquement sportif, était complètement injuste et même idiot. Je pense qu'aujourd'hui Aston s'en mord les doigts, ce serait pas la même s'il y avait Pérez dans la voiture. D'ailleurs, même Vettel n'a sûrement pas réussi à atteindre son niveau de performance. Pour Checo, se retrouver avec un siège Red Bull était alors une opportunité tombée du ciel. Non seulement il pouvait rester en Formule 1, mais en plus il conduirait une voiture qui lui donnera l'occasion de viser les podiums et les victoires, ce qu'il n'avait jamais eu dans sa carrière. Et je ne veux pas entendre parler de la McLaren 2013, non, ça n'était pas une top voiture. Sauf que c'était aussi un espèce de piège et un sacré défi. Depuis que Max avait réussi à faire virer Ricciardo, il avait fait de Red Bull son équipe au point d'en détruire deux talentueux jeunes hommes, Gasly et Albon, qui viennent de vivre l'enfer, ce qui a bien failli tuer leur carrière. Pérez avait évidemment toutes les bonnes raisons du monde de signer chez Red Bull à ce moment-là, vu sa situation, mais transformer l'essai paraissait une mission quasiment impossible. Faire de cette Red Bull numéro 2 une voiture performante semblait totalement inimaginable, et bien il y est arrivé, lui. Quand Gasly et Albon avaient évidemment du talent, lui avait de la bouteille, et surtout une force tranquille. Il n'avait jamais été le pilote le plus clinquant, le plus brillant, le plus époustouflant, celui sur qui on misait pour l'avenir de la Formule 1, mais il avait l'expérience, la constance, la régularité, la solidité, ou encore des qualités du genre la capacité de faire marcher les gommes sur les longs relais. Plus qu'un crack, Pérez est un pilote complet qui connaît parfaitement la catégorie. Cette différence de profil sportif explique selon moi une partie de la réussite. L'autre partie se trouve peut-être du côté de son statut. Contrairement à Albon et Gasly, il n'était pas un jeune qui avait tout à prouver. Au contraire, sa carrière était déjà faite derrière lui et parlait pour lui. Il est arrivé avec plus de gages que de choses à prouver, grosse différence avec ses deux prédécesseurs. Il avait également moins d'ambition et donc moins d'ambiguïté vis-à-vis de Max Verstappen. Il ne voulait pas devenir le nouveau chouchou de Red Bull, contrairement à Gasly et Albon. Non, lui voulait performer dans cette voiture, c'est tout. Même si on ne l'avait jamais vu dans un top team et qu'il fallait évidemment qu'il montre qu'il en était capable, on savait quel type de pilote c'était et il n'avait pas de progression vraiment à faire dans l'écurie. Selon moi, ça a marqué une grosse différence. Aussi, vu qu'il ne devait pas tout à Red Bull depuis ses débuts en monoplace, contrairement aux deux autres, la relation était moins parent-enfant comme ça aurait pu l'être avec un Albon par exemple. Là, Horner et Checo se parlaient entre deux adultes responsables qui avaient chacun un vécu et qui voulaient réussir ensemble. Tout cela a créé les conditions de la réussite. Il fallait ensuite que Checo le montre, soit performant en piste, arrive à exprimer ses qualités, et il l'a globalement plutôt bien fait sur la saison 2021. On se rappelle d'un super début, avec notamment une bonne qualif à Imola, de très bonnes courses, la victoire à Bakou, mais surtout un week-end très complet, une phase plus compliquée sur la moitié du championnat, pour finalement revenir plutôt pas mal à la fin, mais il n'y a pas eu de titre constructeur au bout. Ce qui faisait surtout sa force l'an dernier, c'était sa capacité à ne jamais se cracher ou à foutre le feu à l'équipe, à ramener des résultats planchers beaucoup plus souvent que ses deux prédécesseurs, et puis à aider Max de manière absolument formidable à chaque fois, quand Albon et Gasly ne le pouvaient pas, car ils étaient trop loin et pas assez forts.
Et cette année, en 2022, il a passé un ou deux crans au niveau supérieur, c'est absolument évident, avec une année d'adaptation dans les pattes et une voiture sur laquelle tout le monde a le même niveau de connaissance. Il est beaucoup plus proche du néerlandais et s'affirme. Il a pris sa première pole et n'est globalement jamais loin dans l'exercice du tour lancé, ne joue que devant en course, voire même tout devant. Il est un vrai caillou dans la chaussure de Ferrari. Et puis il y a ce succès à Monaco qui marquera forcément un tournant et qui est obtenu à la régulière pour la première fois de sa carrière. Et résultat, après 7 manches, il n'est qu'à 15 points de Max Verstappen. Alors certes, il a un abandon en moins, et je ne le considère pas comme un candidat au titre, parce que Max est naturellement plus fort et saura largement s'imposer, et parce que l'écurie a un but clair. Mais enfin, il faut dire que son début de saison 2022, il est absolument excellent, et à ce titre, sa prolongation de contrat est absolument logique et méritée. Maintenant, abordons ce que cette prolongation signifie, d'abord pour lui et pour Red Bull, puis ensuite pour l'ensemble du clan. Du côté de l'écurie, c'est l'assurance de continuer encore 2 ans et demi avec la meilleure association possible autour de Verstappen. Le Mexicain a le niveau, l'expérience, le statut et l'esprit parfait pour coller. Et je ne dis pas ça que d'un point de vue Max centré, qui est quand même pourtant l'atout numéro 1 de l'équipe. Non, je pense sincèrement qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire fonctionner Red Bull qu'avec Max plus Checo. Pour lui, c'est évidemment top d'avoir un avenir assuré jusqu'en 2024, alors que sa fin de carrière semblait prendre une direction bizarre il y a 2-3 ans. À 32 ans, les saisons de plus ne sont jamais acquises, alors être certain de jouer dans un top team jusqu'en 2024, c'est le jackpot. Il aura alors 35 ans, 15 saisons en Formule 1, près de 285 Grands Prix, ce qui fera de lui largement un des 10 pilotes les plus capés de l'histoire. Et puis, qui sait comment sera son palmarès? Ouais, Checo, petit à petit, se construit une vraie identité en Formule 1. Il a actuellement 3 victoires, 19 podiums, 1 pole. Qu'en sera-t-il fin 2024? Il deviendra peut-être un des pilotes ayant vraiment compté en Formule 1. En tout cas, la trace qu'il va laisser par rapport à il y a 2-3 ans, elle n'est absolument pas la même, et quelque part c'est très beau à voir. Surtout ce qui est extrêmement réjouissant pour lui, c'est qu'en ayant signé dès maintenant et pour 2 ans, ça lui donne des garanties sportives nécessairement, car désormais il n'a plus les mains liées. En lui donnant cette durée de contrat, Red Bull perd le plus gros moyen de pression qu'elle avait sur lui, en quelque sorte son droit de vie ou de mort sur sa carrière. Si jamais il n'écoutait pas exactement ce que l'écurie voulait, elle pouvait le menacer de le virer ou de ne pas le prolonger. Désormais, c'est fichu, il sera là jusqu'en 2024, tu peux plus faire pression comme ça. Voilà qui devrait lui permettre de jouer sa carte plus souvent, de performer en tout cas l'esprit serein et de mieux s'imposer. Évidemment, il ne peut pas se permettre de désobéir aux consignes, surtout quand elles sont d'une logique implacable sur le côté sportif comme elles le sont souvent, car ça le mettrait dans une position très délicate du point de vue interne de l'équipe, et car à terme ça gâcherait son passage, il n'en a pas l'intérêt, mais voilà, avoir obtenu 2 ans de confort, c'est avoir obtenu beaucoup de confort, ça veut dire que l'écurie le considère, que l'écurie a été obligée de lui donner ça, sous peine d'avoir peur de le perdre en tout cas, de lui manquer de respect, et de gâcher cette superbe forme sportive. On peut dire en quelque sorte que Checo a inversé le rapport de force avec l'écurie. Il a mérité, il a obtenu grâce à ses performances et son statut, le respect de l'équipe. Sincèrement, bravo, ça paraissait totalement inimaginable à la base. Alors, pas d'inquiétude, non, Horner ne vient pas de se créer un monstre à 2 têtes en se créant une concurrence interne entre les 2 pilotes, etc. Non, ils ont juste donné la considération à Checo qu'il méritait, et pour moi, Max est plus fort, on l'a vu déjà sur les 7 Grands Prix cette saison, voilà, il est plus fort, il va reprendre le dessus, il va gagner la bataille des coéquipiers, il n'y a rien à dire, et Checo acceptera toujours de l'aider, parce qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que ça le met très bien dans l'équipe, et que parfois, il n'a que ça à faire en piste, voilà, faut arrêter, Checo va un peu plus jouer sa carte, être un peu plus serein, et être un peu plus libre de la part de l'équipe, mais je pense que ça va être dans le bon sens, on va le valoriser, le mettre en valeur, le mettre en confiance, et pour moi ça ne va absolument rien changer à la situation de Max, qui est trop fort tout seul dans tous les cas. Ça paraît donc être une excellente nouvelle pour absolument tout le monde. Tout le monde? Non, pas vraiment. Il y en a quand même dans le clan Red Bull au sens large qui commence à grincer des dents. Le premier concerné, c'est évidemment Pierre Gasly. On savait tous que ses chances de retourner chez Red Bull étaient minimes, voire quasiment inexistantes. On avait même beaucoup d'entre nous dit qu'il n'en avait pas intérêt à y retourner dans cette écurie. Bon, voilà, maintenant, ça clôt le débat, c'est officiel, il n'a plus rien à faire là, à moyen long terme.
Le Français ne peut attendre 2025 pour retrouver un top team, d'autant qu'il n'aura aucune garantie d'y accéder à ce moment-là. Il ne peut surtout pas passer 2 ans et demi de plus dans une écurie vouée au 3e rang de la grille, comme l'a toujours été et le sera toujours AlphaTauri. Imaginez qu'il passe 5 ans chez AlphaTauri. 5 ans, c'est environ un tiers de la carrière d'un pilote. Il aurait 29 ans début 2025. Non, clairement, il ne peut pas rester chez AlphaTauri jusqu'en 2024. C'est complètement impensable, ça mettrait un énorme frein à sa carrière. Redescendre dans cette écurie pour rebondir était une très bonne idée, mais ça impliquait que ce soit sur du court terme, 1 voire 2 ans. Eh bien, on y est déjà à cette limite, et concrètement, Pierre a fait tout ce qu'il fallait dans cette période pour rebondir, justement. Il a été excellent, et c'est maintenant qu'il devrait potentiellement bouger ailleurs, ou rebondir ailleurs d'AlphaTauri, parce que c'est bon, il a obtenu dans cette écurie tout ce qu'il avait à obtenir, et chaque minute qu'il y passe en plus est un risque peut-être de tomber un peu dans l'oubli. Oui, mais entre le désir à moitié simulé pour ne pas se faire virer et à moitié réel de retourner chez Red Bull, et le mauvais timing dans lequel il est coincé, avec en plus une nouvelle réglementation au milieu qui est venue mettre de l'incertitude sur le marché des transferts, eh bien Pierre n'a pas eu d'opportunité et il est toujours là. Désormais, c'est une évidence, il faut qu'il se barre de là, il faut qu'il se barre du clan Red Bull, d'autant plus qu'il ne pourra certainement pas rester chez AlphaTauri jusqu'en 2024, en 2023 peut-être, mais bon, il ne sert plus à rien aux yeux de Red Bull, alors peut-être qu'ils auront envie de le virer. Bref, Pierre est non seulement un petit peu en danger à court terme, mais il a aussi également tout intérêt à partir. Malheureusement, on en revient toujours à la même question, quelles sont ses options? A-t-il un bon timing devant lui? Pour la première question, pour l'instant c'est très mitigé, et pour la deuxième, j'ai encore le sentiment qu'il est dans un mauvais timing. Pour la saison prochaine, il n'ira pas chez Alfa Romeo ou Haas, je n'y crois pas, je ne le vois pas chez Williams vu comment l'écurie performe très mal, Ferrari c'est bouché, Red Bull AlphaTauri on a dit que c'était non, Mercedes, Hamilton va sûrement rester, donc pas de place libre. Alpine, je pense qu'Alonso va prolonger, et dans tous les cas, pas de duo 100% français, et dans tous les cas, la place, elle reviendrait à Piastri. Reste alors seulement Aston Martin si Vettel s'en va, et McLaren si Ricciardo est viré, et que l'écurie britannique veut le prendre lui, et non pas Herta et Howard, et qu'ils estiment qu'un duo Norris-Gasly est viable. Donc finalement, pour la saison prochaine, Gasly est dépendant d'un départ soit de Ricciardo, soit de Vettel, ce qui n'est pas encore sûr à l'heure actuelle. Aston ne fait franchement pas rêver, peut-être qu'il a plus intérêt à attendre encore une saison pour voir si la place chez Mercedes ne se libère pas, mais est-ce que dans un an, il sera l'option numéro 1 de Mercedes? Voilà, est-ce que McLaren, si jamais ils ont une place libre, c'est lui qui est le premier sur la liste? Voilà, on ne sait pas. Est-ce que Red Bull va le laisser continuer chez AlphaTauri encore un an, alors qu'ils n'ont théoriquement plus besoin de lui? Pierre, si les éléments se goupillent mal, peut se retrouver soit carrément sans siège, même si ce n'est pas l'option que je privilégie à l'heure actuelle, soit encore mal placé, obligé à faire un mouvement dans une écurie pas bonne, style Williams ou Aston. Voilà, la meilleure option pour lui, ça semble soit McLaren, mais il faudra être très fort pour s'imposer face à Norris, et je pense que Herta et Howard sont peut-être mieux placés, soit Mercedes, mais ça c'est seulement pour 2024. Vous l'avez compris, la position elle est terrible, encore un mauvais timing, il aura encore besoin d'éléments extérieurs, et je pense que sa première opportunité ratée chez Red Bull l'a vraiment coincé dans un très mauvais scénario. On espère qu'il s'en sortira, et évidemment, au cours de l'été, on aura l'occasion de faire une vidéo focus sur son cas, même si je sais que la moitié des commentaires de cette vidéo seront déjà sur son cas. Concernant Albon, le Thaï vient tout juste d'entamer son rebond, donc il a plus de temps devant lui pour faire ses preuves, séduire et trouver une bonne place, ça n'urge pas. À vrai dire, il existe même un scénario où quelque part il patiente pendant 2 ans, se refait une santé, redevient un pilote plus complet, et c'est lui qui prend la place de Perez en 2025. C'est pas du tout la thèse que je privilégie, loin de là, mais il faut dire que ça existe. Voilà, tout ça pour dire que la prolongation de Perez ne met pas Albon plus mal que ça. On va dire que pour lui, il était sur un autre timing que Perez. À mon sens maintenant, pendant au moins un petit temps, c'est-à-dire au moins 1 ou 2 saisons de plus, Alex doit se faire tout seul. Il a fait le plus dur en parvenant à réintégrer la Formule 1, maintenant fais ta place mon bonhomme. Certes, Williams n'offre pas des garanties extrêmement réjouissantes sur l'avenir, mais il peut rester là au moins en 2023, on verra ensuite ce qui se passera en 2024, bref, Albon, c'est plus dur à lire parce qu'il n'est pas sur la même temporalité, pour le moment il n'est pas trop impacté par cette décision. En revanche, il y en a qui commencent à être bien dans le pétrin, ce sont les jeunes du clan Red Bull, auxquels j'inclus Yuki Tsunoda.
Et oui, si l'écurie autrichienne est connue pour former et donner sa chance à beaucoup de jeunes, l'objectif final reste de les transformer en pilotes capables de piloter dans l'écurie mère. Or, il n'y aura pas de place dans cette écurie avant 2025 parce qu'il y a un Mexicain de 40 balais qui bloque la place. Je rigole, tout ça pour dire que personne ne pourra monter, même tout talentueux qu'ils sont. Voilà qui, selon moi, met un coup d'arrêt terrible à la carrière de Tsunoda, déjà. Bien qu'il ait encore des choses à montrer et qu'il soit encore en capacité de s'imposer pour l'année prochaine, je suis sûr qu'il vaut encore mieux, cette décision tranchée et rapide d'Horner et Marco montre qu'il ne croit absolument pas en ses capacités à rouler à côté de Max prochainement, voire même probablement pas un jour. En tout cas, il s'en fiche. Si Yuki valait suffisamment le coup à leurs yeux, ils n'auraient pas prolongé Pérez. Si tu crois en un jeune, tu fais des sacrifices pour lui, comme ils en avaient fait en son temps pour Vettel ou pour Verstappen. Là, ce n'est pas le cas, et ça me laisse très pessimiste pour Yuki, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester chez AlphaTauri jusqu'en 2024 pour monter jusqu'en 2025. On laisse jamais ou quasiment jamais un jeune faire 4 ans chez AlphaTauri, surtout qu'il y a du monde qui arrive derrière, je n'y crois absolument pas. Ça me laisse du coup très pessimiste. Je vois un départ, soit fin 2022 s'il n'a pas réussi à monter le cran supérieur dès maintenant, soit dès fin 2023 si jamais il a pu prouver cette saison, ou alors que les jaunes derrière ne sont pas imposés. Mais au final, je pense qu'on se rendra compte qu'il ne conduira jamais chez Red Bull, qu'on ne croit pas suffisamment en lui, qu'il n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, qu'il ne fera jamais la démonstration qu'il le mérite. Concrètement, l'annonce de ce mardi, pour moi, vient de briser en éclats la carrière de Yuki Tsunoda. J'espère qu'il me fera mentir et que dans 2 ans, il sera chez Red Bull, mais je n'y crois pas une seconde. Et finalement, beaucoup des autres jeunes Red Bull se retrouvent dans ce cas de figure, et la raison à tout ça, en fait, c'est Max Verstappen. Avec lui, Red Bull a trouvé son poulain. Il est la version suprême de ce qu'ils cherchent à former en permanence. Maintenant qu'ils le tiennent et qu'ils ont à côté de lui le lieutenant plus que parfait, leur service de formation derrière ne sert plus à rien. Il a déjà sorti le produit parfait. Maintenant, il faut juste l'exploiter au mieux, et s'il y a d'autres produits qui sortent, tant pis pour eux, mais on s'en fiche, on l'a déjà. Donc, comme quand Vettel dominait, sous le règne de Max Ier, les autres jeunes du clan Red Bull sont condamnés à des rôles de composition et ne correspondent pas à ce qu'il faut pour l'accompagner. Vettel avait Weber, Max a Checo, Seb a barré la route de Bourdet, Buemi, Alguersuari ou Vergne, Max a déjà barré celle de Gasly, Albon et Tsunoda, suivront sûrement Vips, Lawson, Auger, Daruvala et consorts. La voie est logiquement bouchée, et c'est impossible d'en vouloir à Red Bull. Impossible de choisir un Yuri Vips à la place d'un Max Verstappen, ça n'a aucun sens. Le choix normal pour eux, c'est de maximiser le talent de Verstappen, rien d'autre. Bon, maintenant, les Vips et consorts, ils ont moyen d'accéder à AlphaTauri, vu que Tsunoda, sa carrière, elle a pris une mauvaise tournure, et que Gasly a tout intérêt à s'en aller, mais quelle est leur réelle chance d'accéder à Red Bull et d'y avoir un rôle intéressant? Je suis là aussi pessimiste. En tout cas, déjà, il n'y a pas de place avant 2025. Et en plus, il faudra aligner toutes les planètes, comme des Ricciardo ou des Verstappen l'ont fait récemment. Il faudra déjà avoir le talent pour, réussir à monter en Formule 1, faire ses preuves dans l'écurie B, arriver au bon timing, c'est-à-dire un moment où le numéro 1 commence peut-être à avoir une faiblesse, et au moment où le numéro 2 s'en va. On se rappelle de Ricciardo, Weber s'en va, Vettel craque en 2014. On se rappelle de Verstappen, Kiat n'est pas assez bon, le numéro 2, et Ricciardo n'a jamais réussi à confirmer les grands espoirs placés en lui. Voilà, et ensuite, faudra aligner tout ça pour bouffer Verstappen. Mais sincèrement, je ne vois pas qui va bouffer Verstappen chez Red Bull dans les au moins 5 ans à venir, voire même plus. Au final, notez qu'on a exactement la même situation chez Ferrari. Maintenant que le prince est trouvé en la personne de Leclerc et qu'à côté on a ramené le parfait complément hors du giron et qu'il est booké sur la durée, les jeunes ont l'horizon bouché. Ericsson, Giovinazzi ou Elott n'ont pas eu le spot, comme Kiat, Gasly ou Albon. Schumacher commence à faire une croix dessus, comme Tsunoda, et pour les jeunes qui arrivent derrière, il faudra aligner talent, timing et opportunisme, mais c'est pas pour tout de suite, et on voit personne capable de déloger Leclerc. Comme quoi, finalement, les académies sont loin d'être des parcours tout tracés. La loi du plus fort y fait rage peut-être plus qu'ailleurs. Et finalement, parfois, ça peut même te boucher un peu des opportunités, parce qu'au final, tu ne vises qu'un seul siège, et vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, 10 à le viser également, alors que si tu visais plus de sièges en F1, tu aurais peut-être plus de chances d'y accéder, et donc de petit à petit construire ta carrière, comme un Pérez l'a fait,
comme un Sainz l'a fait en quittant le giron Red Bull, comme peut-être Gasly le réussira. Quelque part, j'aime bien aussi ces carrières plus cabossées, moins linéaires, moins construites. Voilà, ils se sont faits sur la piste avec les expériences. C'est aussi sympa de voir ça, et quelque part que Checo et Sainz soient ceux qui aient réussi à s'imposer à côté des deux purs produits académie que sont Leclerc et Verstappen. Je trouve que le message il est sympa. Maintenant, à voir comment feront les écuries pour gérer tout l'afflux de talent qui va arriver derrière. La conclusion à tout ça, c'est qu'au final, il ne restera toujours que 20 places, dont seulement 6 ou 7 dans un top team, et où dans ces top teams, il y a déjà bien souvent un pilote qui domine et qui écrase tous les autres parce qu'il est naturellement plus fort. C'est comme ça que ça a toujours marché en Formule 1, je ne vois pas d'aggravation de ce système ou de gâchis de plus de jeunes qu'auparavant. C'est juste qu'aujourd'hui, avec le système pyramidal extrêmement clair qui crée des champions, des héros, des vainqueurs de course tous les week-ends, et avec le fait qu'on les voit à la télé, qu'on les connaît mieux, qu'on les suit sur les réseaux sociaux et que les écuries les mettent en avant partout, eh bien on a l'impression qu'il y a plus de gâchis. Mais non, il y a le même nombre d'entrées en Formule 1 qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Voilà, des talents gâchés, des mecs qui passent à côté, il y en aura toujours. Parce que la loi de la Formule 1, c'est d'aligner tous les éléments au bon moment pour monter. Leclerc et Verstappen l'ont fait. Non seulement parce qu'ils sont très forts, mais aussi parce qu'ils sont tombés dans un bon timing, avec le départ de Kimi, Vettel qui s'est fait manger, avec Ricciardo qui n'a pas été assez fort, avec Kvyat qui n'a pas été assez fort, voilà. C'est comme ça, il faut toutes ces doses-là pour s'imposer en Formule 1, il y en a qui passeront à côté, il y en a qui réussiront, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du timing. Moi, quelque part, ça me va, c'est les lois de la jungle. Pour revenir à l'actualité toute chaude, la prolongation de Checo a au moins le mérite de clarifier les intentions de Red Bull, qui maintenant va devoir faire des choix avec ses deux pilotes chez AlphaTauri. Est-ce qu'ils vont encore garder Tsunoda? Est-ce qu'ils ont encore envie de laisser un petit peu de temps à Gasly pour se retourner ou pour les aider à maintenir AlphaTauri à flot? Est-ce qu'ils vont faire monter de jeunes? Tous les types de duos sont envisageables. Ce que je propose, c'est de me donner votre prono dans les commentaires. Bien voilà, sur ce, j'ai évidemment envie de vous entendre sur toutes les choses. Que doit faire et que va faire Gasly? Quelle est la meilleure option pour lui? Est-ce qu'il est dans le bon timing? Est-ce que vous croyez au fait que Tsunoda va rester en Formule 1? Si oui, combien de temps? Qui va monter derrière du côté de Red Bull? J'attends évidemment tous vos commentaires, tous vos avis. Et pensez évidemment au like, au partage et à l'abonnement pour continuer de soutenir la chaîne. On se quitte avec une célèbre phrase d'Enzo Ferrari. En Formule 1, le plus important, c'est pas forcément le contrat, c'est avec qui tu l'as signé et dans quelles conditions. C'est bien vrai et l'histoire se répétera toujours. À bientôt.